ارتباطا بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي طبقت لعقود في المنطقة والتي أدت إلى انتهاك الحقوق عمليا. وبنتيجة انتهاك الحقوق كان هناك شعور عارم في انعدام العدالة والمزيد من التهميش، ارتفاع معدلات الفقر، ارتفاع معدلات البطالة، مما أدى بالآخر إلى ما نشهده الآن في المنطقة. الإشكال الذي تعاني منه المرحلة الانتقالية هو أنه ليس هناك الكثير من التركيز على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وعلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وكما تبين من خلال المداخلات التي سمعناها واستمعنا إليها البارحة واليوم صباحا، هناك تأكيد على هذا الشعور بأنه ليس هناك توجها لمراجعة الخيارات الاقتصادية التي طبقت أو اعتماد خيارات اقتصادية ملائمة أكثر تساهم أو تنسجم مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وبالتالي سنستمع في هذه الجلسة إلى ثلاث مداخلات. المداخلة الأولى للدكتور سامي العوادي، وهو أستاذ محاضر في الجامعة في مادة الاقتصاد، وهو مستشار للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وله موقع مميز في الحوار الدائر على مستوى تونس في إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وهو سيتحدث عن تغير الأنماط في جنوب المتوسط. بعدين ولأسباب تقنية متعلقة بالترجمة سيكون المتحدث الثاني السيد محمد الهدار، وهو رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين، وسيتحدث عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في تونس بعد سنتين، لأنه 3 سنين، وسيتحدث باللغة العربية رغم أنه أعد مداخلته في اللغة الفرنسية، ولكن لأسباب تقنية إلى عليها بالترجمة أيضا طلبنا منه أن يتحدث بالعربية. وآخر المتحدثين الصديق إيفان مارتي اللي كلكم تعرفوه، وهو إسباني ولكنه اقتصادي وله أبحاث كثيرة في مجال العمل وقانون العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عمل على الشباب والعمالة عند الشباب في المرحلة الأخيرة التي تلت الثورات، وسيكون له أيضا مداخلة في اللغة الفرنسية. يعتذر الأستاذ عبد الناصر النجاح عن المشاركة لأسباب أيضا تقنية، وبالتالي في عندنا 3 مداخلات بساعة، المداخلة ربع ساعة لكل متداخل. نبدأ بالمتداخل الأول الدكتور سامي العوادي. شكرا زياد صديق العزيز، مرحبا بك في تونس انت كافة الأخوة من مصر ومن الجزائر مهمتي هي تلخيص 5 تقارير وطنية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولقد طلب مني أن أعد وأن أتحدث بالفرنسية وإني لفاعل. Donc, c'est un rapport de synthèse sur les droits économiques et sociaux. Je voudrais d'abord remercier les rapporteurs nationaux qui m'ont fait bénéficier de lecture de 5 rapports très intéressants. Et j'assume bien entendu seul toute insuffisance ou manquement à la rigueur de la synthèse, même si je dois vous dire que j'ai terminé de lire le dernier rapport hier vers midi. Donc c'était un peu une course contre la montre. Ce rapport va s'organiser de la manière suivante. Donc nous allons parler d'abord. Je sens qu'on m'écoute pas, que tout le monde n'écoute pas dans la salle, donc j'arrête. Il faut parler dans le micro.
Oui, je parle dans le micro, mais Plus fort, comme ça on va vous voilà, c'est le maximum que je puisse faire. Donc, comme vous le voyez, j'espère que vous êtes en train de voir les diapositives. Donc, nous allons parler des principales problématiques économiques et sociales, des liens entre ces problématiques et l'état des droits économiques et sociaux et culturels dans nos pays, des principaux problèmes environnementaux et des politiques de développement durable. Et puis, nous allons pouvoir dégager un temps pour exposer des propositions à l'adresse de la société civile. Lorsque j'ai voulu synthétiser les problématiques inhérentes aux 5 rapports, je me suis heurté à une difficulté qui n'est pas la moindre. Je suis devant une population a priori très hétérogène, qui affiche des éléments de convergence. Et il fallait trouver des éléments de divergence justifiant un rapport de synthèse qui présente une problématique assez générique et une démarche assez commune à suggérer pour les 5 pays. Au titre des divergences, donc là je suis, si vous permettez, petit problème technique. Donc, au problème de divergence, entre ces 5 pays, il y a des problèmes de divergence de taille et de géographie qui ont des implications. Il y a des pays qui ont plusieurs millions d'habitants, des pays qui ont quelques millions d'habitants, des pays qui ont la taille très réduite et des pays qui ont des tailles gigantesques. Cela confère d'autres histoires, etc. Au titre de divergence, des dotations initiales tout à fait différentes. On pourrait opposer 2 blocs de dotations, des pays qui ont des dotations en ressources naturelles et d'autres qui ont des ressources humaines et qui ont impliqué des démarches différentes en matière de développement. On suit l'histoire économique. Vous avez un pays comme l'Algérie qui a financé un modèle industrialisant par la rente pétrolière, opposé à un pays comme la Tunisie ou l'Égypte qui ont fait un modèle de développement empiriste à la lumière des moyens dont ils disposaient, avec une ouverture vers le marché extérieur et une orientation à la fois vers le marché intérieur, et des pays quasi rentiers, que je qualifie quasi rentiers, comme le Liban, comme la Jordanie, qui ont une rente migratoire et qui ont eu une autre histoire économique. Cependant, au titre de la convergence, nous avons souligné un nivellement, ce que j'ai appelé un nivellement par la mondialisation. C'est-à-dire 2 principaux événements. Au milieu des années 80, un nivellement par les programmes d'ajustement structurel. La plupart des pays ont adopté des modèles néolibéraux inspirés du consensus de Washington. Et au milieu des années 90, un nivellement par la mondialisation, encore une fois, à travers les accords de libre-échange dans le cadre du processus de Barcelone. Cette mondialisation, ou le nivellement par la mondialisation, a induit des caractéristiques communes, a fait que pour l'essentiel, ces économies ont des caractéristiques communes, des problématiques communes à la fois économiques et sociales que j'ai essayé à travers les différents rapports de présenter comme suit. D'abord, les principales caractéristiques du modèle. 4 ou 5 caractéristiques du modèle dominant dans nos pays en dépit des différences d'appellation. Nous assistons à un désengagement de l'État, une réduction de son rôle régulateur, à une privatisation des entreprises publiques et ouverture des monopoles publics, à des coupes budgétaires et au niveau des transferts sociaux, à une libéralisation tant de l'investissement que de la monnaie interne et externe et des prix. Nous assistons à des systèmes productifs de micro-entreprises à faible valeur ajoutée et à faible employabilité. Nous avons des acteurs sans stratégie qui se contentent du parapluie public
et de la providence de l'État jusque-là très prodigue. Et nous avons un secteur exportateur non compétitif, déconnecté de l'économie nationale, et enfin un financement de l'économie très dissuasif, parce que nous n'avons pas de marché financier, ce que j'appelle un marché financier léthargique, mais parce que nous avons un secteur bancaire que j'ai qualifié d'usurier, avec des marges 3 fois supérieures à la moyenne de celle de l'Union européenne. Nous avons, à partir de ce modèle, des caractéristiques communes. D'abord, nous avons des régimes politiques à déficit démocratique, où la régulation recourt à un redoutable appareil policier relié par l'appareil parallèle du parti au pouvoir depuis les indépendances. Nous avons un système autoritaire de gouvernance des politiques économiques, autoritaire et suffisant, qui s'en fiche pas mal de la concertation et de la consultation, et qui bénéficie de la complicité technique des principaux organismes internationaux comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque européenne d'investissement, qui, avant la Révolution, n'ont pas arrêté de distribuer les cartes de satisfaction et d'excellence à la gestion économique de nos régimes. Une donc complicité technique et une complicité politique par les États-Unis et par l'Union européenne, avec quelques réserves du bout des lèvres sur la question des droits de l'homme. Nous avons une croissance bloquée, nous faisons entre 4 et 5%, faute de barrières à l'entrée, qui empêchent l'entrée de nouveaux acteurs économiques et de nouvelles idées face à des intégristes de marché. Et nous avons une croissance essoufflée face au gigantesque développement de la demande additionnelle d'emploi et de la multiplication des besoins. Nous avons des stratégies de développement non omnivantes qui n'ont fait que soigner les paramètres macroéconomiques et les vitrines des grandes villes. Nous avons des institutions politiques publiques confisquées, détournées au profit de familles connectées au pouvoir. Nous avons une fiscalité injuste, pénalisant les entreprises transparentes, lesquelles les entreprises transparentes et la majorité des salariés. Nous avons un endettement public insoutenable qui est en train d'hypothéquer l'avenir de nos générations. Nous avons un chômage à la fois frictionnel et structurel, et un sous-développement régional insoutenable et insupportable après 60 ans d'indépendance. Et nous avons un spectaculaire développement de la contrebande du secteur informel, face à notamment après la Révolution, face à une administration, on ne sait plus s'il est laxiste, permissive, complice, etc. Voici le principal enseignement maintenant. Nous assistons l'hypothèse de travail à différents rapports est que, d'abord, l'incomplétude des droits économiques et sociaux, leur imperfection et leur partielle ineffectivité sont à l'origine chez nous de pas mal de problèmes et constituent des facteurs permissifs à des abus en termes de politique économique et à des abus et des ratages en termes de conduite des politiques économiques et du mal développement. Donc, où en sommes-nous en matière de droits économiques et sociaux? C'est donc la problématique principale des différents rapports. Vous savez, la protection des droits économiques et sociaux est assurée par une armada de textes, notamment un référentiel majeur qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels de 1966, qui définit ainsi ces droits, comme vous les savez tous, qui va de l'autodétermination, l'égalité, le travail, les conditions favorables de travail, le droit social et syndical, la sécurité sociale, la protection de la famille, un niveau de vie convenable ou décent, la santé, l'éducation, l'enseignement primaire, gratuit et obligatoire, et les droits culturels, notamment la participation à la vie culturelle, le bénéfice des résultats culturels. Maintenant, quel est l'état de droit dans nos pays? Comment sont-ils protégés? L'idée que je voudrais vous avancer, que dans les 5 pays, on n'a pas à rougir à côté des pays les plus développés en termes de dispositifs juridiques de protection des droits économiques et sociaux. En dépit de quelques insuffisances dans ce pays ou de l'autre, l'essentiel des pays, la majorité de ces pays ont ratifié l'essentiel de l'armada juridique des conventions internationales,
ont des constitutions qui généralement abordent partiellement ou totalement les droits économiques et sociaux, et une législation interne qui aborde et qui est censée protéger et garantir ces droits économiques et sociaux. C'est ainsi qu'en Tunisie, même si la Constitution n'aborde que peu de droits économiques et sociaux qui n'étaient pas à la mode dans les années 50, beaucoup de textes, notamment les conventions collectives, le code du travail, quelques dispositions constitutionnelles et une armada de textes assez modernes qui assurent une protection des droits économiques et sociaux dans notre pays. En Égypte, certains droits économiques et sociaux sont consacrés par le Code du travail. La Constitution de 1971 parle, je donne des exemples de la protection sociale. La loi de 78 réglemente le travail des femmes. La loi de 64 régit l'assurance maladie dans le secteur public. Au Liban, la Constitution reconnaît le pacte international des droits économiques et sociaux de 1966 et la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est assez évolué au Liban. La Constitution reconnaît la suprématie de cette législation sur la législation nationale. La majorité des conventions internationales pertinentes en matière de droits économiques, sociaux et culturels sont ratifiées au Liban. Plusieurs textes de loi aussi, comme le Code du travail, garantissent la sécurité sociale, l'éducation, la santé et le droit à la culture, ainsi que la loi de 2000 qui garantit le droit des handicapés. En Algérie, aussi, on note un taux de ratification assez élevé. Le logement, le droit au logement convenable est garanti. Les soins gratuits sont garantis. Le droit à l'éducation est garanti par l'éducation. Et il y a des textes fondamentaux qui instituent une éducation obligatoire pour tous les enfants âgés de 16 ans révolus. En Jordanie, il y a plusieurs textes aussi. Le pacte international des droits de l'homme a été signé en 1975, mais il n'a pas eu dans le journal officiel de la Jordanie comme en 2006. Le droit à un niveau de vie, il est garanti par le pacte national de 1990. La législation nationale, il existe une législation nationale relative à la protection de la famille. Le droit à l'éducation est garanti, le droit au travail est garanti. Maintenant, le problème. Peut réduire la vitesse. Très bien, la production. Très bien. C'est parce que je lui ai donné un texte écrit. Et je voudrais gagner un temps pour m'attarder sur les trois derniers aspects, les deux derniers aspects, l'effectivité et la question de l'effectivité. Donc vous avez très bien vu que sur le plan du dispositif juridique, la société civile n'a pas beaucoup de choses à faire. Là où il est appelé à intervenir, c'est au niveau de l'effectivité, du respect de la garantie réelle et au quotidien des droits économiques et sociaux. Tout le monde sait qu'il ne suffit pas de ratifier une convention internationale pour qu'elle soit mise en vigueur dans un pays. Il faut d'abord ratifier, déposer les instruments de la ratification dans les instances pertinentes. Ce que promettent de faire nos gouvernements. Pour soigner leur vitrine, ils publient des informations sur la ratification et la signature. Généralement, ils signent des conventions internationales sans les faire ratifier par le Parlement. Et quand ils la font ratifier par le Parlement, ils ne déposent pas les instruments de ratification, tout cadre actif, y compris la police, la douane, etc., de créer des syndicats. Ils ont créé des syndicats, mais c'est contraire à la loi. Le droit de la famille connaît des exemples où le législateur n'a pas osé imposer l'application des principes d'égalité. Le droit à des conditions de travail dignes et décentes est très peu consacré dans le secteur public et privé. Le nombre d'accidents de travail par manque de mesures de sécurité sont très nombreux en Tunisie. La protection sociale, si elle est très élevée, aussi bien dans le secteur public en Tunisie et dans le secteur privé organisé, elle est très partielle dans d'autres secteurs très importants, comme l'agriculture, comme le secteur informel, et d'autres catégories, comme le travail à domicile. En Égypte, l'effectivité des droits sociaux demeure très partielle en raison d'un gouvernement dit
dominée par les hommes d'affaires, j'ai repris l'expression, de la faiblesse du mouvement syndical en Égypte, et surtout de sa méconnaissance des mécanismes du recours au BIT et de non-respect des conventions internationales ratifiées et de l'absence d'un dialogue social tripartite sincère. La multiplication des CDD, c'est-à-dire des contrats de travail à durée déterminée, y compris dans la fonction publique, est signalée par le rapport, et l'absence même de contrat est signalée dans le rapport égyptien dans le secteur privé. Le droit au logement n'est pas protégé par la loi, et le droit à l'éducation et l'égalité face à la science et l'éducation fait l'objet d'un âpre combat mené chaque année par différentes organisations de la société civile égyptienne. Les aides ménagères sont totalement exclues de la protection sociale et le nombre de bénéficiaires des couvertures sociales a baissé d'1 million de personnes en Égypte entre 2001 et 2010, autant vous dire les limites de l'effectivité du respect des droits économiques et sociaux. Au Liban, on relève que la faible effectivité des droits économiques et sociaux s'explique par 3 facteurs. Ce qui est appelé l'approche rentière des politiques économiques et la mauvaise conduite de la politique de privatisation, qui ont limité la capacité de l'État à satisfaire les besoins sociaux, l'état de guerre, le régime politique du quota ethnique, le clientélisme politico-administratif, le troisième facteur est dans le rapport, on cite l'exemple palestinien qui illustre la gravité de l'illimitation, des restrictions de l'application des droits économiques et sociaux. En Algérie, il y a eu beaucoup d'efforts faits par l'État-providence, vous le savez. Il a le moyen de financer une politique sociale en Algérie, une grande politique de logement, d'éducation, et en dépit de cela, on note que le logement convenable l'accès au logement convenable demeure une souffrance quotidienne en Algérie en raison des pratiques de spéculation et de prix de loyer très prohibitifs. On relève aussi que l'efficacité du système de santé demeure très faible. Dans le rapport, il est cité plusieurs cas où l'accès à une santé de qualité est très partiel en Algérie et qu'il y a un billet régional très net pour accéder à des centres de soins ou à des médecins spécialisés ou à des médicaments nécessaires. Des problèmes également sont soulevés au niveau du secteur de l'éducation, notamment l'absence d'évaluation et les disparités régionales. La Jordanie, on relève également des imperfections dans l'application des droits économiques et sociaux concernant la protection de la famille, le droit à l'éducation et le droit de la santé, les conditions de travail décentes, le travail des Palestiniens, des Irakiens et récemment des Syriens connaît des cas d'atteinte, voire des pratiques inhumaines parfois, notamment à l'égard des femmes. La protection sociale ne couvre que les 2 tiers des Jordaniens et la négociation collective en termes de droits sociaux n'est reconnue que pour les affiliés des syndicats reconnus. Sur les problèmes de l'environnement, les principaux problèmes de l'environnement sont ceux-ci. Ce sont la limitation et l'exploitation des ressources hydrauliques, c'est la limitation et la fragilisation des ressources en sol. C'est-à-dire, dans les 5 rapports, ce sont les mêmes caractéristiques. La dégradation et l'exploitation de la biodiversité marine, la production agricole largement consommatrice en ressources naturelles, la production industrielle énergivore, si j'ose dire, c'est-à-dire très polluante, la production touristique à prédominance balnéaire faiblement orientée vers la valorisation du capital naturel, la construction et les bâtiments, les déchets, l'assainissement des eaux usées et le littoral, la littoralisation du pays. Maintenant, j'ai 4 propositions pour les organisations de la société civile qui émanent des différents rapports. Il y a d'abord, ce qui est intéressant, des propositions qui s'adressent aux internes, des propositions internes, c'est-à-dire des recommandations relatives au fonctionnement et des modes d'intervention de la société civile, où il est suggéré que les sociétés civiles dans nos pays développent leur capacité matérielle et immatérielle
pour contrôler les politiques publiques, s'assurer de la permanence et de la mobilisation de la société civile et de la pérennité des actions entreprises, c'est-à-dire dépasser le caractère occasionnel, développer et diversifier les outils d'intervention des organisations de la société civile à travers différents instruments, 5 au moins, observer les atteintes, pour les traducteurs, par observer, je veux dire arrest, c'est-à-dire l'observation arrest, les atteintes aux droits économiques et sociaux et culturels, instaurer un dialogue civil en vue de l'adoption d'un contrat social. Il existe un exemple tunisien récent dans ce sens-là, même si la proposition ne vient pas du rapport tunisien. Développer le réseautage local et le lobbying nécessaire, développer la communication et respecter les principes démocratiques dans la désignation des responsables et des représentants des organisations de la société civile. Pour deuxième proposition, pour la promotion, deuxième proposition pour la promotion des droits économiques et sociaux et de leur effectivité, c'est un diagnostic des déficits. Il est recommandé de faire un diagnostic des déficits en termes de bonnes pratiques, de proposer de nouveaux outils d'intervention, d'élargir les acteurs impliqués et de faire des actions collectives en vue de la constitutionnalisation, là où il est possible, des droits économiques et sociaux. Troisième type de proposition pour la préservation de l'environnement et la promotion du développement durable, c'est identifier des champs d'intervention et impliquer les associations pertinentes. Pour l'émergence d'un modèle de développement alternatif, il est fait deux propositions. C'est un modèle socio-durable du marché et un modèle de développement régional inclusif. Et enfin, il est recommandé de renforcer le rôle des conseils économiques et sociaux, de dépasser leur caractère et prérogatives consultatives en développant leur aspect, leur intervention dans le cadre d'autosaisine. Et je vous signale, et il est signalé qu'en Tunisie, nous avons un grand risque de voir disparaître notre Conseil économique et social, donc un appel au secours. Et merci, Monsieur le Président. لأنه بتصور إنه كانت مداخلة كثير شاملة ومهمة، يعني مش هيك نحن سمحنا بوقت مضاعف، بس بتصور إنه خاصة بموضوع الملخص أو الاقتراحات اللي بتحمل بعض التوصيات المهمة اللي يفترض إنه نناقشها. وهون بدي أشكر مقرر الجلسة السيدة جمانة اللي عم تساعدنا على تسجيل كل هذه الملاحظات. بس في ملاحظة هي اللي بحب ياخذ الكلام بعدين، بركي بيبعثوا لنا الأوراق هلا وأنا رح أحطهم بالتسلسل فور ورودها حتى ما نوقع بمشكلة الاختيار. الكلام الآن للسيد محمد المختار والذي سيتحدث عن عامين. أنا سأتكلم عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية بعد 2.5 من ما سمي الثورة أو سموه بما شئتم. إيه مثير سميه اللي احنا لما صارت هوش نتكلم عن الثورة. لما صارت الثورة كان التونسيين الكل عندهم يحدوهم الأمل في مستقبل أحسن. ما ننساوش حاجة واحدة للتذكير الأسباب الأساسية للثورة هي أسباب اقتصادية. ونعرف بعد عليش أسباب نذكرها أسباب اقتصادية، وهي كما قال صديقي سامي كما قيل بطالة تهميش وفقر بين الجهات وبين الفئات الاجتماعية، ثم الفساد، والفساد عنده تأثيرات اقتصادية كبيرة. قلت كنا يحبون الأمل في مستقبل أحسن، وأنا سامي هو قاد معركة في الجامعة. كنا نتزايد قديش نضحيو شهر أو شهرين
كل وقت هيك. أصبحت المطلبية على مطلبية ومطلبية مشتركة، كل واحد ياخذ ما كتب له اليوم قبل غدوة. وأصبح تعدينا من الأمل، ما نقولش اليأس، للانتظار على الأقل، التونتيزم. وممكن الاتحاد العام الشغل يحييك. شكرا. قلت كنا من الأمل إلى نوع من الشك، نوع من الشك وفما حتى بعض الجماعة من الإحباط. ما نقولش الإحباط، شك لماذا؟ شك في مستقبل أحسن. كنا نأمل فبدينا نعدلوا، علما وأن تاريخ الثورات في العالم ورات إلا نجم نرجعوا إلى الوراء، وهذا جيد. علاش الشك؟ أولا الوضع الاقتصادي اللي يعيشوه التوانسة، اللي قاعدين نعيشوه احنا التوانسة، وضع صعب جدا للرجوع لكل المؤشرات. كل المؤشرات توري إلى الوضع الاقتصادي صحيح. نقول البطالة، هي قلت أنا بكري بدينا بالبطالة، هو كان سبب من الأسباب. البطالة زادت، كنا 13% نسبة البطالة، ولينا توا قيل وفي بعض تساؤلات 16.7%. البطالة الحاملي الشهادة كثرت زادة. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني هو ما فمش، ما نقول لكم بعبارة سهلة، ما فمش عائلة ما عندهاش واحد يلوج شكون باش يخدم، ما فمش ما عندهاش بطال. المؤشر الثاني هو غلاء المعيشة، قدرة شرائية ضعفت جدا. كلنا نشكي، اللي يهز قفة واللي ما يهزش قفة للسوق، ما نقولش حاجة أخرى. كلنا نتذمر. هو جاي رمضان توا، هو جاي رمضان، قلت له هذه المؤشر الثاني. المؤشر مانيش باش نعد برشا مؤشرات، اما ناخذ مؤشر هام جدا، هو عجز ميزان الاتجاه، ميزان الدفعات، لا بالانس كورونت. علاش؟ عنده برشا تاثيرات. ميزان الدفعات تقلص العجز، مش بنعطي الارقام عندي، مش بنعطيها، تقلص بكثير. وهنا انعكاساته، خاطر توا شفنا العيشه غلات، البطاله كثرت واحنا نتشكاو. ميزان الدفعات عنده معنى على تخفيض قيمه الدينار التونسي. وريتو الدينار التونسي توا اصبح دينارين، الدولار الاورو يسوى دينارين و160 والحاجه كذا. علاش؟ عنده تأثيراته اللي كل ما نشتروه من برا مش يغلى. قولوا لي ما هو زاد اللي نجم نصدروا اكثر وتولي هي خاطر قيمه العمله هو مؤشر للتنافسيه. معنا ما نصدروا على خاطر زوز اشياء كنا نصدروها وهي تحت. زوز قطاعات كنا ابيل سولا لو دو سيكتور سينيستري. سياحه تعرف علاش؟ والفوسفات شو خفض من قيمه الدينار، شو باش تصدر؟ تاثيره العكسي هو اكثر بكثير وكثير جدا. احنا شوفوا الدويات اللي تشريوها كل نهار تغلى سومها، ما تزيدوا تبعدوش بعيد، معناها كل نهار سومها يزيد. حتى كانت البنك المركزي قال لنا امورنا لاباس، البارح قالوا ردوا بالكم يا ولادي، نطلبوكم باش تكونوا مواطنين، يا مؤسسات باش تكونوا مواطنين باش تحافظوا على العمله. ما تبذروش العمله، راهو حالتنا بدات تصعب شويه. شوفوا البنك المركزي ايش قال البارح.
كل هالمؤشرات هذه تجعلنا مانيش باش ناخذ مؤشرات اخرى نتساءل علاش هذا بكري قيل احنا باش نشوفوا هالبطاله والفقر والتهميش، هذا كله نتيجه انماط باليه سبقت. اي هو اليوم الحاله تحسنت اكثر بعد ثوره. ايش هي المشكله؟ هنا في كل انتقال ديمقراطي، الانتقال الديمقراطي يحدد بزوز اشياء. كلفة ان كو اي اون بيريود، مدة زمنية تخلينا ننتقلوا من مرحلة من نقطة A إلى نقطة B، ثم مدة زمنية معينة. وأكثر ما تنقص فك المدة والكلفة مش ندفعوا الكلفة ولا محل، قد ما ننقص قد ما يكون الانتقال الديمقراطي أحسن. الانتقال الديمقراطي مش انتخابات، هو إرسال مؤسسات ديمقراطية تضمن تنمية مستدامة وتنمية عادلة. إذا هذا ما عملناش معناها راهو الرجوع إلى الوراء ممكن جائز. إذا نشوفوا توا نشوفوا المؤسسات ونشوفوا الحالة المؤسساتية، نشوفوا المجلس التأسيسي خاطر شنو عمل؟ شوفوا المجلس التأسيسي، دور المجلس التأسيسي ودور الحكومة، هذوما المسؤولين على الكلفة والانتقال الديمقراطي المدة باش يخلصوها ولا باش يزيدوها. تراو النقاش في المجلس التأسيسي البارح شفتوا، وتراو حتى وصلنا إلى العنف، والمدة الزمنية قاعدة تطول واحنا ماناش عارفين المستقبل في المشي. الحكومة خاطر توا المسؤول وكل المدة والكلفة الزوز كلهم مبنيين على dépendent de la capacité قدرة تصرف la gestion de la période de transition. كله مبني على هذا، عندهمش رؤية واضحة وبرنامج معين للانتقال الديمقراطي. كله مبني على هذا. نراو اللي بطبيعة الحال يقولوا اللي هي فترة زمنية احنا قاعدين نتعلموا في الديمقراطية، ما فهمش التأثيرات العكسية واردة، وبالتالي يصعب الوقت الحاضر باش نقيموا ماناش عارفين فين ماشي. وشكرا. Dans mon cas, après les tableaux un peu du modèle de développement de la région et l'effectivité des droits économiques et sociaux, plutôt la manque d'effectivité des droits économiques et sociaux dans la région étalée par des études nationales qui nous a fait Samy, et puis après l'état des lieux un peu plus conjoncturel, je dirais, après la révolution, les révolutions arabes, comme il les a finalement qualifiés, et du deuxième intervenant, on a demandé de caler d'une façon un peu plus détaillée sur la question spécifique de l'emploi des jeunes. Et je vais commencer en fait par me référer à une étude que j'avais pilotée pour la Commission européenne en 2009, donc bien avant les révolutions arabes, où en fin de cette étude, moi et l'équipe de chercheurs qui l'ont fait, exprimions notre opinion que le status quo en termes d'emploi des jeunes et des marchés de l'emploi dans la région n'était plus soutenable, et que l'emploi des jeunes et l'évolution de l'emploi des jeunes allait être la clé du futur dans la région. À l'époque, on nous a accusés d'être un peu exagérés dans notre appréciation. Et bien sûr, au printemps 2011, ils se sont empressés à venir nous demander d'actualiser notre donnée et réviser notre proposition. Et
Aujourd'hui, bon, on peut dire qu'on était un peu prévoyant, mais ceci dit, aujourd'hui, l'emploi des jeunes n'est plus en fait la clé du futur, c'est la clé du présent. C'est une clé d'interprétation fondamentale pour comprendre les devenirs, bien sûr économiques, mais aussi social et politique même de la région, et à la nuance près qu'à l'époque, en 2009-2008 encore, c'était surtout un problème du sud de la Méditerranée, des pays arabes méditerranéens et la Turquie. Aujourd'hui, c'est un problème qui a fait tache d'huile et qui affecte aussi d'une façon très grave les pays du nord de la Méditerranée, les pays européens du sud. Il n'y a pas longtemps, au point d'être devenu un vrai fléau régional méditerranéen. Je vais donner quelques chiffres tout à l'heure. C'est en fait un rapport du BIT, du Bureau international du travail de 2013, publié en 2013, montre que les pays arabes méditerranéens, avec 25% de la population entre 15 et 29 ans, donc les jeunes, c'est les pays, c'est la région du monde avec les taux de chômage des jeunes les plus élevés du monde. Moi, je viens d'un pays où on a 57% des chômages de jeunes versus 25% des pays du sud de la Méditerranée. Bien sûr, les chiffres sont, ne mesurent pas la même chose. Les pays du sud de la Méditerranée, les jeunes souvent ne sont pas dans le marché du travail, ne sont pas actifs et donc ne sont pas comptabilisés comme des chômeurs. C'est plutôt les taux des jeunes qui ne sont pas ni dans le système éducatif, ni dans l'emploi qui est relevant, ce qu'on appelle maintenant les nini. Mais là aussi, on est à un taux dans les pays du sud de la Méditerranée de 40%. 40% des jeunes entre 15 et 29 ans dans les pays arabes méditerranéens ne sont ni dans l'éducation, ni dans l'emploi, ni dans la formation. Donc, ils sont chez eux en attendant les futurs arrivées. Et pour la Turquie, c'est 34%. Pour les pays du nord de la Méditerranée et du sud de l'Europe, l'Espagne, encore leader, c'est tranquille avec 24%, donc 15 points moins que les pays arabes méditerranéens, avec l'Italie et la Grèce tout près, avec 23 et 21%. Cette question de la difficile intégration dans les marchés de l'emploi des jeunes, à mon avis, va largement déterminer la réussite ou pas de la transition politique dans les pays du Sud. Et je sais bien ce que j'ai dit. On parle beaucoup des constitutions, c'est très important, mais autant qu'on n'adresse pas la question de l'emploi des jeunes, aucune transition politique va réussir. Et au nord, bien sûr, c'est plutôt la continuité d'un modèle de prospérité, le modèle de l'État-providence qui a été implanté en Espagne, en Italie, en Grèce, tardivement par rapport à l'Europe, et comme on a vu dernièrement, d'une façon assez vulnérable, assez précaire, parce qu'il n'a été pas capable de surpasser la première grande crise qui est arrivée dans les pays de la région. Et pire encore, je dirais, au-delà de ces états des lieux assez accablants en termes d'emploi de jeunes, quand je regarde, j'ai la chance de travailler, pas seulement dans la région, même si j'ai travaillé surtout dans la région. Dans les 2 dernières années, j'ai travaillé en Amérique latine, j'ai travaillé en Afrique subsaharienne, j'ai travaillé en Asie centrale. Et je regarde le monde et je vois la seule région qui n'est pas en train de s'en sortir, qui ne montre pas des signes de dynamique économique et sociale, c'est bien la région méditerranéenne. Et en Amérique latine, avec tous ces problèmes, il y a une dynamique claire d'émergence. Même en Afrique subsaharienne, qui a une situation sociale beaucoup pire, bien sûr, que le sud de la Méditerranée, montre une dynamique qui, je ne vois pas, au moins, dans la région. Et là, on risque, et c'est pour ça que cette question me semble importante, on discute beaucoup sur, s'il faut parler des printemps arabes, des soulèvements arabes, révolution arabe, réveil arabe, on risque de finir par un vrai mirage arabe, dans le sens qu'on n'arrive pas vraiment à affronter
les grands défis en termes, peut-être en termes politiques, si, peut-être, mais en termes économiques et sociaux. Devant cette situation, qu'est-ce qu'on fait au Nord? Au Nord, et avec tous les problèmes que je viens d'esquisser très rapidement, l'Union européenne vient d'allouer pour la période 2014-2020 3 milliards d'euros, 3 milliards d'euros, 3 000 millions d'euros pour promouvoir l'emploi des jeunes. Et ils ne sont pas contentés de ça. En fait, les gouvernements allemands, avec les gouvernements français, les gouvernements italiens et les gouvernements espagnols, ont lancé toute une batterie d'initiatives pour promouvoir l'emploi des jeunes et qui doivent se déployer d'une façon immédiate. Et pourquoi? Parce qu'ils comprennent bien que c'est les projets européens qui ont un risque autour de la question de l'emploi des jeunes, même si ce n'est pas vraiment un problème, surtout en Allemagne aujourd'hui. Et bon, la dernière fois que j'ai parlé, j'avais provoqué un tremblement de terre. C'est les lumières qui partent. Honnêtement, non, c'est sérieux. J'ai parlé à Florence le vendredi dernier, et tandis que j'ai parlé, il y avait un tremblement de terre de 5,3 dans les États-Unis. Je cherche toujours là. Bon. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est vrai qu'on est très loin de voir la sortie du tunnel en Europe pour l'emploi des jeunes, mais c'est vrai aussi qu'on a arrivé à la limite où les politiciens trouvent qu'il faut adresser cette question avec des moyens conséquents. Et en même temps, on nous dit, nous, en Méditerranée, non, ce n'est pas l'argent qu'il manque, c'est des bonnes idées, des bons projets. Il ne faut pas mobiliser des grandes ressources, c'est des bons projets, des bonnes idées. Donc il y a une certaine schizophrénie entre la façon où l'Europe agit dans ses propres contours et la façon dont elle agit dans les voisinages, notamment les voisinages sud. Et surtout, je note qu'il n'y a pas aujourd'hui, moins que jamais dans les 10 dernières années, une approche régionale pour adresser un problème, une problématique qui est à toute évidence est une problématique régionale. Il y a de plus en plus, d'une façon claire, en liaison avec des comportements structurels similaires au sud et au nord de la Méditerranée, même si bien sûr la situation est beaucoup pire au sud de la Méditerranée. On avait tardé jusqu'à 2008 pour avoir la première conférence ministérielle euro-méditerranéenne des ministres de l'Emploi. On a beaucoup plaidoyé pour cette conférence. Finalement, elle a eu lieu, suivie par une deuxième conférence en 2010. Elles sont adoptées des cadres d'action avec des priorités concrètes, 9 priorités concrètes et avec des actions bien spécifiées à niveau régional dans le domaine de l'emploi. Et finalement, ça n'a pas eu aucune suite, pas du tout. Et ça restait en cadre sans une vraie action. Et ça a été remplacé par les initiatives entamées dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Je note ici que le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée travaille depuis 2 ans et demi dans un projet qui s'appelle Med for Jobs. Après 2 ans et demi, presque 3 ans, vous allez avoir je vous invite à participer à cette conférence qui aura lieu les 14 et 15 septembre ici à Tunis, organisée par l'Union pour la Méditerranée, où ils vont présenter les résultats de ce travail. Et ça va se concrétiser, vous pouvez venir et le vérifier, par un film. Donc après 2 années et demie devant un problème comme ça, qu'est-ce qu'on produit à niveau régional? Un film sur les problèmes de la région et les bonnes pratiques dans la région, qui évidemment n'ont pas fait une tâche d'huile, parce que les problèmes restent toujours là. Et au mieux, à la fin de ce processus, ce programme Medfolios va devenir un autre programme régional euro-méditerranéen et à s'ajouter aux quarantaines de programmes régionaux que nous connaissons déjà.
je note qu'au lieu d'entamer des stratégies régionales, d'ensemble, cohérentes et intégrales pour adresser la question de l'emploi des jeunes, on fait des programmes avec des actions très ciblées, très concrètes, qui très souvent se limitent à organiser des réunions, parfois des formations, parfois d'assistants techniques, mais sans une vraie mobilisation des ressources additionnelles pour adresser cette question. Dans cette cadre-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Et je vais finir par quelques réflexions autour de ça pour ouvrir le débat. Qu'est-ce qu'il peut faire la société civile, ici et ailleurs représentée, tous les citoyens, organisés ou pas, devant cette situation? La première chose qui me semble une réflexion pertinente dans le cadre de la conférence finale d'un programme régional et remède société civile. La première chose, il faut le dire, mais pas seulement le dire, la société civile même, le secteur non gouvernemental, est une source d'emploi. Il faut faire valoir ça, il faut conceptualiser ça, il faut articuler ça avec le reste de l'économie. Mais pourquoi? Parce que à cause de la gravité du problème de l'emploi des jeunes, toutes les sources d'emploi sont importantes pour y faire face. Mais pour ça, la société civile ne doit surtout pas se travestir en des entreprises du secteur privé. Je vois, et vous pouvez immédiatement penser dans votre association comment c'est le cas, très souvent la société civile finit par prendre des pratiques des entreprises privées et par promouvoir l'emploi précaire, par exemple, l'emploi vulnérable. On accuse l'emploi précaire dans le secteur privé, mais on est en train de les promouvoir nous-mêmes dans notre société, parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources, etc. On a toujours des bonnes excuses. Mais ça, c'est un constat. Et ce travail de promouvoir, conceptualiser, articuler avec le reste de l'économie, les secteurs associatifs, me semble un premier chantier très important. Deuxième chantier qu'il faudra adresser, c'est la fonction d'éveil. D'éveil par rapport aux politiques nationales d'emploi. Je note, je ne sais pas dans les rapports, mais je note par exemple que dans les études que Samy nous a présentées, on parle des droits économiques et sociaux par rapport aux conventions internationales, mais elle ne souligne pas suffisamment que malgré la gravité de la situation de l'emploi dans la région, ni le Maroc, ni la Tunisie, ni l'Égypte, ni le Liban ont des politiques nationales d'emploi à ce jour. L'Algérie a une politique nationale d'emploi de 2008, après on peut le critiquer, ça c'est une autre chose. Et la Jordanie a une politique nationale d'emploi depuis 2011. Quelles sont les propositions de politique nationale d'emploi de la société civile pour l'ensemble du pays? Ça me semble très important pour le sujet de réflexion collective et de plaidoyer. Et quel est le positionnement de la société civile par rapport à la prolifération d'initiatives de coopération internationale dans le domaine de l'emploi des jeunes et plus en général de l'emploi? Très souvent avec ces modèles des interventions ciblées et très petites, pas stratégiques, qui a montré déjà ses limites dans le passé. Donc on est dans la continuité d'un modèle qui n'a pas marché. Et il faut quand même s'atteler à ce travail aussi d'éveil et d'analyse de ce qui marche et ce qui ne marche pas, et quelles seraient les propositions de la société civile autour de ça. Troisième contribution de la société civile, c'est sa participation au débat justement sur les modèles de développement. Là, au moins, maintenant, il y a, c'est vrai, une sensibilisation claire ici et là. Même Samy, dans sa présentation dans les études de 5 pays, a commencé par une caractérisation des modèles de développement, mais ça ne suffit pas. Il faut, bon, c'est bien, on peut tous dire économie verte, il faut un système fiscal plus égalitaire, etc. Mais il faut articuler tout ça.
il faut l'articuler dans un ensemble cohérent dans le cadre du système institutionnel et économique existant. Et ça n'empêche bien sûr d'avoir une vision utopique, mais il faut se positionner par rapport au système économique vraiment réellement existant, parce qu'autrement ça va être le système économique qui va nous positionner nous, ici ou là. Et dernière question qui me semble fondamentale, c'est les plaidoyers pour cette approche régionale qui manque gravement dans l'approche de l'emploi des jeunes dans la région méditerranéenne. Et un plaidoyer pour cette approche régionale qui s'articule à des propositions concrètes. Je vais finir par vous poser un défi. Et le défi, c'est quelle est la position de chacune de vos organisations d'entre vous sur l'emploi des jeunes en Méditerranée, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire à niveau euro-méditerranéen pour faire face à cette question. Quelle est votre position par rapport au Medfolios? Quelle est votre position par rapport aux différentes initiatives de financement des activités dans le domaine de l'emploi que la Commission européenne, l'Union européenne est en train de financer dans la région sans une stratégie globale? Parce que c'est ça la question la plus grave à mon sens. À mon avis, c'est tout ça, les 4 éléments que je viens de mentionner, que nous devrions discuter, débattre ici et par la suite. Merci. Merci à toi. Premièrement, on est dans le cadre d'un programme régional, dans une réunion de clôture d'un programme régional, donc je pense que c'est l'obligation de tous de chercher des visions régionales aux problèmes et pas rester limité aux problèmes de catégories ou des pays particuliers. Mais au-delà de ça, il faut réfléchir et arriver à un consensus, si oui ou non. Moi, je crois que oui, mais si oui, le démontrer. Et on est devant un problème qui parle toujours de l'emploi des jeunes, de portée régionale, un problème d'intérêt commun. Et si c'est le cas, trouver des solutions communes. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, trouver des solutions chacun pour soi. Et je suis tout à fait d'accord avec madame qui a soulevé la question de la mobilité. Ça doit être sans doute une dimension de ce débat, de cette approche régionale à la question de l'emploi des jeunes. Et je note là, par ailleurs, l'autre jour, je donnais justement une conférence sur ça, sur la mobilité et les partenariats de mobilité qui vient d'être souscrit entre le Maroc et l'Union européenne. Et je note que dans le Maroc, que la Tunisie sont en train de négocier les différents États des partenariats de mobilité d'une façon complètement dissociée de la négociation des accords de libre-échange global et approfondi à l'écart. Et ça, c'est très grave, dans le sens qu'on ne met pas en relation des sujets qui sont structurellement relationnés. Mais ça, c'est aussi la faute, c'est pas la faute à l'Union européenne, c'est aussi la faute au gouvernement du pays du Sud et à la société civile des pays du Sud qui ne dénonce pas cette dynamique qui a des raisons institutionnelles, politiques et autres, et des cloisonnements des négociations dans les différents domaines. Deuxième question, et là un point qui me semble très important et où je ne suis pas d'accord avec les opinions exprimées dans les questions, autant par M. Hadar que par Hadija que par Souad. Et on dit souvent l'emploi des diplômés, ou les diplômés sont les plus affectés par les chômages de jeunes. Eh bien, non. Même en Tunisie, où c'est le problème le plus grave, seulement un chômeur sur 3 s'est diplômé. En Tunisie, il y a presque 800 000 chômeurs, il y a moins de 250 000 chômeurs diplômés. Oui, mais en termes de taux. Oui, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que ces discours, les grands problèmes, c'est les problèmes du chômage des diplômeurs, amènent à des politiques ciblées exclusivement aux diplômés, qui ont déjà profité de l'investissement de l'État dans leur formation et qui profitent après dans l'investissement à des politiques souvent de soutien aux revenus plutôt que d'intégration dans les marchés du travail. Et à Tunisie, c'est un cas très, très clair. Je ne vais pas approfondir, mais il me semble très important
pour la société civile, ça ne l'est pas seulement. On est tous des diplômés souvent, ou la plupart des gens plus actifs dans la société civile. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus sensible à ça. Mais la population rurale, la population dans l'échec scolaire, la population, là oui, des femmes, là je suis pleinement d'accord, c'est une population beaucoup plus vulnérable en matière d'emploi que les diplômés. Quoi qu'on dise. Et on peut revenir sur ça. Et en tout cas, je pense qu'en termes de modèle économique et social, les approches à l'emploi des jeunes, à l'emploi en général et à l'emploi des femmes particulièrement, c'est une approche des droits. On a parlé des droits économiques et sociaux, mais en fait, tous, pas seulement les États, tous, on a du mal à comprendre que l'emploi c'est un droit. C'est un droit qui devrait être exigible à l'État. Et là, il y a un nouveau paradigme qui est en train d'émerger, et c'est le paradigme de la garantie d'emploi. L'État, à niveau local ou à niveau national, est obligé à fournir, à proportionner, à assurer à tous ses citoyens soit une solution d'emploi, soit une solution de formation dans un délai limité. Je ne peux pas m'atteler sur cette question, mais c'est une piste d'analyse très importante. Et c'est très significatif que les études qu'a fait par exemple les BIT sur les expériences de garantie des droits, qui est par ailleurs le paradigme qui est en train de s'établir en Europe. En Europe, il y a une directive maintenant qui entrera en vigueur en 2014, comme quoi tous les pays s'obligent à fournir à tous les gens, dans l'espace de 6 mois, soit une solution d'emploi, soit une solution de formation. Immédiatement, les Espagnols ont dit bah, c'est impossible, on a maintenant 100 millions de chômeurs. Et l'Union européenne a dit bon, on mobilise des ressources conséquentes pour le faire. Bien sûr, aucun gouvernement peut refuser cette approche. J'ai fini très rapidement. Donc, cette approche de garantie des droits me semble très importante, et d'autant plus que ça réfère à une question plus générale, c'est les modèles un peu de l'État-providence, du système articulé de protection sociale, qui, pour moi, reste un modèle. Et je vais finir par un positionnement qui répond à un autre. Donc là, c'est justement un positionnement politique et personnel. Je ne suis pas, malgré la passion que j'ai saluée de notre jeune ami tunisienne, Farah, pour expliquer la situation, je ne suis pas d'accord que les gouvernements islamistes, ni en Tunisie ni dans la région, ont changé grand-chose. Ni pour le bien, ni pour le pire. C'est clair qu'ils n'ont pas contribué à formuler des solutions alternatives à grands défis économiques qu'il y a, et sociaux qu'il y a dans ces pays et dans la région. Mais c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas changé grand-chose jusqu'au moment. Donc je ne pense pas, et je pense que ça serait une erreur, d'attribuer la situation économique actuelle au gouvernement islamiste. C'est vrai qu'il ne proportionne pas des solutions, mais c'est vrai aussi que la situation date de beaucoup d'avant. Et c'est beaucoup plus structurel. Et ça, c'est très important parce que ça affecte la recherche des solutions. Donc il faut séparer un peu la lutte politique très légitime, où je suis sûr qu'on est dans les mêmes champs, la lutte politique stricte, de la recherche des solutions aux problèmes économiques et des modèles économiques alternatifs. Merci. Merci, Monsieur Mohamed. سامي طيب لا. شكرا جزيلا. باش نتكلم بالعربية. سعيد جدا اني المداخلة نتاعي لقيت اهتمام من عديد المتدخلين. العرض اللي قدمته على الداتا شو هو اقل كثافة من التقرير المكتوب في الفيرسيون وورد، واللي ان شاء الله تلقاو فيه جل المشاغل اللي عبرتوا عليها، واللي نلخصها ان شاء الله في النقاط التاليه التي اتمنى ان نقراها في التوصيات، بالاضافه الى 4 أو 5 نوع من التوصيات ملخصه موجهه الى منظمات المجتمع المدني في هذا النقاش الثري.
لفتت انتباهي بعض الافكار واعتذروا عن السهو عن افكار اخرى. مساله تكثيف الاهتمام باشكاليه المقعدين، مساله تدعيم الميثاق العالمي ببروتوكول الحقوق الثقافيه، مساله مزيد الاهتمام بالاشكاليات البيئيه، مساله الحق في التنميه، مساله تشغيل الشباب، الاشكاليه التي طرحتها الاخ فرح والتي اجد نفسي متفقا تماما معها، ضروره تدعيم التكتلات الجهويه في مواجهه التكتلات العالميه، ومساله النوع الاجتماعي. مساله لافته هي ان مساله البيئه ما زلنا نهتم بها في اخر المطاف، وما زالت ليست في عاليه وفي صداره اهتمامنا، وكأننا شيوخ الخليج نأكل الريع النفطي لأنه وافر اليوم، ولا نفكر في مجال المستقبل. مسألة البيئة لا بد أن تحظى باهتمام وبمراجعة مكانتها في أولوية اهتمامنا. شكرا. أعتقد أن هذا ما لفت انتباهي. شكرا لك سيدي. شكرا. Je veux parler en français. On a inversé. Alors, la question de l'emploi et du chômage des diplômés, particulièrement, a été soulevée à maintes reprises. Plusieurs interventions ont été faites, et particulièrement, c'est la garantie de l'emploi, le droit au travail, le rôle de la société civile. Mais je tiens à préciser ou à ajouter quelque chose que je crois économiste extrêmement important. Je donne 2 chiffres cette fois-ci. Pour le chômage des diplômés, des jeunes diplômés, des diplômés de l'enseignement secondaire, de supérieur, on est passé en 2010, le taux est de 16,9%. Aujourd'hui, premier trimestre 2013, il est de 33,2%. 1 sur 3 diplômés, donc il a augmenté. Et 43% pour les femmes. Alors, il a augmenté. Et alors, ceci signifie très simplement que pour créer de l'emploi, il faut un investissement, et un investissement privé. C'est le seul, c'est le moteur qui crée la richesse et qui génère l'emploi. Sans cela, nous ne pouvons pas ni créer la croissance, ni répartir. Vous allez répartir quoi si vous ne créez pas de la richesse? Ceci est fondamental. Or, pour qu'il y ait un investissement, et là c'est la question, il faut qu'il y ait un climat de l'investissement sain, et particulièrement une visibilité. Parce que l'investissement à long terme est risqué. Ce n'est pas une affaire de spéculation. C'est une affaire qui demande une certaine lecture, une certaine visibilité du futur. Sans cela, il n'est question ni de l'emploi, ni de la création de richesse, ni de la création de richesse, ni de l'emploi, ni d'une répartition, ni d'une garantie de l'emploi, ni de droit au travail. Cela veut dire, et là, je reviens à ce qu'avait avancé Souhaib, c'est que même si on n'avait pas eu une révolution en 2011, on va l'avoir nécessairement. Regardez, d'un côté, vous créez des diplômés, 60 000 à peu près, diplômés de l'enseignement supérieur. Les universités tunisiennes créent. Alors là, accordent à peu près 60 000 diplômés, délivrent 60 000 diplômes de l'enseignement supérieur. Mais d'un autre côté, vous avez un système productif qui n'emploie, dans les meilleurs des cas, que 25 000 emplois. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons un système productif qui est extrêmement fragile. Un système productif, si vous regardez le tissu industriel, le tissu économique de nos entreprises, vous trouvez 80% à peu près des entreprises tunisiennes qui n'ont aucun salarié. Avec quoi vous allez créer de l'emploi et comment vous allez le faire? Oui, donc, s'il vous plaît, tout ce que vous avez avancé est extrêmement important, mais ne perdons pas de vue
que sans investissement, il n'est pas possible de créer de l'emploi. Et sans création de la richesse, vous allez répartir quoi? Absolument rien. Ça sera le chaos. Et ça sera tout simplement... Et c'est pour tout à l'heure, j'ai parlé de risque de revenir en arrière. Effectivement, de risque et beaucoup de démocratie, beaucoup de transitions n'ont pas réussi. Alors, je termine tout simplement avec votre permission du Maghreb, parce que ça a été soulevé. Tous nous parlons de la nécessité du Maghreb et ainsi de suite, et les économistes ont évalué même le coût du non-Maghreb, en termes de croissance et en termes d'emploi. Mais regardez, lorsque sur les frontières, pour passer de la frontière, j'ai des amis qui sont sur la frontière marocaine, qui vont à Tlemcen, qui passent une journée, tout simplement. Alors là, ceci veut dire que pour créer ce Maghreb, non seulement il faut qu'il y ait cette visibilité, mais il faut qu'il y ait des acteurs. Des acteurs, c'est la société civile, c'est les universitaires, c'est les hommes d'affaires. Tout cela se conjugue pour créer un Maghreb, mais c'est une évidence, sans Maghreb, nous ne pèsons pas beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur. طرح مجموعة من الأفكار بتصور إنه هي أفكار للنقاش، فيها إشكالية، موافق. بتصور إنه القطاع الخاص له دور أساسي في تعزيز النمو وتحقيق التنمية، ولكن نحن نتحدث عن استثمارات بأي قطاعات لخدمة أي أهداف، وبالتالي كيف يمكن أن تعزز الاستثمارات التي تساهم في نمو وتنمية القطاع الخاص المحلي، وليس يعني فقط الاستثمارات التي تأتي من الاستثمارات الأجنبية والتي لا تخدم دائما الأهداف التنموية. خليني أنا ما بدي لخص الجلسة، بس بدي أقول إنه الإضاءة كانت على أنه هناك في تحدي ببلورة رؤية وأهداف الجهود في إطار العمل في المجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي ما يتطلب بلورة نموذجا تنمويا جديدا، العمل على يعني الإصلاح السياسي بما يضمن إدارة سليمة ورشيدة للعملية التنموية من خلال مؤسسات، موضوع التكامل الإقليمي والتكامل العربي مسألة ذات أهمية وحيوية جدا في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، صياغة العلاقة مع الشركاء وخاصة مع الاتحاد الأوروبي أن تتم على أساس المصالح المشتركة، ما يتطلب بلورة مصالح وأهداف الدول الجنوب يعني يتم التفاوض بشكل متكافئ. موضوع العمالة يحتاج إلى سياسات وطنية وهي غائبة، وبالتالي لا تحل مسألة العمالة بدون ما يكون في عندنا توجهات وسياسات للعمل. موضوع المجتمع المدني، وأنا أعتقد أنه صار في إضاءة كبيرة على أهمية ودور المجتمع المدني في موضوع الرصد والمراقبة، في موضوع الضغط والتأثير على السياسات، في موضوع البحث والحوار من أجل اقتراح البدائل، وبالتالي إدارة الحوار وإدارة الاختلاف والتنوع في المجتمعات لكي يصبح الاختلاف والتنوع عنصر مساعد بدل أن يكون عنصر مدمر. ولكن كل ذلك يحتاج إلى بيئة ممكنة وبيئة ملائمة، وهي البيئة التشريعية والبيئة السياسية، وهي حقوق التجمع والحق في الوصول إلى المعلومة وخلافه. أعتذر عن التأخير في هذه الجلسة، أتمنى لكم شهية طيبة وإلى اللقاء. 3 إلا ربع 3 إلا ربع نلتقي هنا، يعني 3 إلا 245. 3h45.